Et puis, je ne suis pas seule à organiser ce festival. Il y a Delphine Paul, ma sœur jumelle dans la musique. Alors, on est deux et Delphine Paul, voilà, de chez Sony Publishing. Il manque Eric Debègue. Voilà, notre frère jumeau qui a l'Alhambra Studios ici à Rochefort. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on est à Rochefort. C'est parce qu'il y a ce studio d'enregistrement de musique qui fait aussi du montage image. Et pour certains, si vous voulez aller le visiter, c'est assez formidable. Alors, le festival a décidé d'ouvrir un peu à l'international avec une délégation québécoise qui est venue ici grâce à un garçon qui pourrait être un de nos frères. Hein. Vraiment, profondément, on va à son festival depuis longtemps. Il aime créer des ponts, il aime créer des liens, il est généreux. Guillaume Caillard, du Festival de Cinémania à Montréal, qui est le festival du cinéma francophone. Et cette rencontre artistique, on lui doit, parce que quand on a dit qu'on voulait faire venir notre invité, eh ben, puisque notre invité chilien habite à Montréal. Et je voulais vraiment remercier Guillaume. Guillaume, si tu veux venir, au moins dire un petit mot, puisque c'est toi qui as permis ça. Merci. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci Delphine, merci Julie. C'est un plaisir d'être là, de découvrir le festival pour ma part. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit un peu partout. C'est ici que, enfin, il se passe tellement de choses entre l'image et la musique qu'il y a sûrement quelque chose à raconter. Donc vraiment, bravo pour ce festival. Et le Festival de films francophones Cinémania va célébrer cette année sa 31e édition. On avait le plaisir d'avoir Julie l'an dernier comme coprésidente du jury qui a remis un fabuleux palmarès. Avec Julie Le Breton, grande actrice québécoise. Les deux Julie, coprésidentes, c'était magnifique. Et effectivement, tu étais venue une première fois en 2015, donc ravi de poursuivre cette histoire. Et moi, je suis ici pour effectivement construire des ponts avec la musique. Et je pense que cette première association entre Cinémania et Sœurs Jumelles, elle va faire beaucoup d'enfants. Et ça va être magnifique. Cristobal Tapia de Verre, pour nous, c'est très important parce qu'il symbolise énormément ce que Cinémania essaie de faire, c'est-à-dire des ponts transatlantiques. Cristobal, il a travaillé sur des projets québécois, notamment une série qui a très bien marché au Québec qui s'appelle Série Noire, que je vous invite à découvrir. Des projets francophones, des projets américains, des gros films, Smile, évidemment Utopia, des épisodes de Black Mirror et également évidemment The White Lotus. Donc on est ravis d'être partenaire de sa venue ici. Et voilà, je vous souhaite une très belle discussion, ça va être passionnant. À Montréal, donc les prochaines dates de Cinémania ? Oui, les prochaines dates, c'est du 4 au 16 novembre. À Montréal. Donc intéressez-vous à ce festival. Et voilà, 31e édition, c'est en plus en ce moment avec ce qu'on peut vivre vis-à-vis de nos voisins états-uniens qui sont parfois un petit peu on va dire, dubitatif sur la francophonie. Je trouve que les liens qu'on établit ici avec plusieurs festivals, dont Sœurs Jumelles, ils sont importants. Donc n'hésitez pas à venir découvrir Montréal et Cinémania. Et enfin, j'ai appris, on en a beaucoup parlé, mais le lien avec Rochefort, évidemment, il est assez joli, puisque le fondateur du Québec, c'est ça ? Jacques Cartier vient de pas très loin d'ici, exact. Pas très loin d'ici. Ouais. Donc comme quoi, voilà. Et Delphine, je te laisse présenter notre modérateur. Oui, on a le plaisir. On a le plaisir d'avoir Quentin Boniface avec nous aujourd'hui pour modérer cette conversation. Il a dirigé la musique chez Netflix pendant pas mal d'années. Et puis là, maintenant, il a une des plus grosses agences de compositeurs de musique pour l'image en France et à l'étranger aussi, avec des compositeurs dans pas mal de pays. Voilà. Merci Quentin. Merci à tous. Bonne rencontre.
bonjour à tous, et Cristobal. Alors Christo, je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation de Serge Jumel. Je suis très content parce que tu es un incroyable compositeur, mais surtout quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans la musique de film et à l'image en général ces 15 dernières années, il n'y a pas énormément de personnes qui ont autant marqué que toi cette histoire. Vous n'êtes pas très nombreux à avoir vraiment proposé quelque chose de radicalement nouveau. J'étais très impressionné de suivre ton travail, de voir l'originalité que tu arrives à mettre dans chaque projet. Ce qui est quasiment un paradoxe dans un métier de commande, de réussir à exprimer autant de liberté, autant de nouveautés. On va suivre, évidemment, on va un peu rappeler ton parcours. Je me suis rendu compte ces derniers jours que beaucoup de gens, par exemple, ne savaient pas que tu parlais français. Donc peut-être ils vont sortir d'ici, en tout cas, en ayant appris des choses sur toi. Et si on parle de liberté, justement, quelque chose de très présent dans ton travail, en fait, ça a très mal commencé pour toi, la liberté, parce que tu es né 5 semaines après le coup d'État de Pinochet au Chili. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce début de vie chaotique? Ouais, j'ai pas trop de souvenirs de quand je suis né, mais c'est-à-dire que j'ai passé 15 ans au Chili, donc dans la dictature, donc c'est quand même, je dirais que ça a influencé énormément mon approche à la musique, à la composition et tout ça, parce que c'est des trucs, c'est une vie très étrange, très limitée, il faut être très inventif. Et je dirais que l'influence de la vie au Chili est plus importante sur la musique que les études que j'ai faites au conservatoire ou tous ces trucs-là, parce que ça influence énormément mon approche au personnage, à l'histoire, ma vision générale avec un film ou avec une série. J'ai l'impression que ça vient tout de comment j'ai grandi en fait au Chili. Mais à part de ça, la dictature, c'est pas particulièrement fun. Je sais pas qu'est-ce que je peux te raconter là-dessus, mais ma question, c'était peut-être un petit peu sur est-ce que cette très très grande liberté que tu as dans la musique, est-ce qu'elle trouve quand même aussi ses racines dans le fait que tu es né dans un endroit où on n'en avait peut-être pas beaucoup et que après tu es parti au Canada? Oui, en fait, j'imagine que c'est plus tard que je me suis rendu compte d'où venaient peut-être les influences. Je n'étais pas particulièrement conscient de ça avant, mais si je pense à comment je produis la musique aujourd'hui, par exemple, ça ressemble énormément par exemple, quand j'étais au Chili, je me faisais des percussions avec des cannes de poubelle ou des trucs comme ça, et j'enregistrais avec un ghetto blaster sur des cassettes, donc j'ai appris toutes sortes de techniques comme ça. Et puis, je dirais que, mais ça reste quand même superficiel. Tout ce qui est les sons, tout ce qui est la production, la réalisation des sons et tout ça, je ne suis pas sûr que c'est ça qui est vraiment si important. Je crois que c'est plutôt d'avoir une perspective particulière par rapport à une histoire. J'ai l'impression que pour chaque compositeur, c'est ça en fait. C'est plutôt ton vécu personnel qui fait que ton son particulier, plutôt que n'importe quel instrument en fait qui fait ton son. Alors, tu as parlé d'un parcours un peu classique, peut-être tu vas nous en dire un peu plus, mais donc tu as fait des percussions, c'est ça ton Oui, j'ai ton fait le instrument? conservatoire, j'ai fait une maîtrise en percussion et j'aime énormément la musique classique, mais je ne pourrais pas travailler dans le monde de la musique classique. Faire du 9 à 5 dans un orchestre symphonique et tout ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais j'aime énormément la musique classique et je voulais pas non plus que ça devienne un job. J'ai l'impression que les gens, après 10 ans dans un orchestre, ils deviennent un peu endormis. Donc, voilà.
pour autant, ça fait partie de ton background, mais c'est sûr, quand on écoute ce que tu fais aujourd'hui, on ne pense pas forcément à un musicien classique, on pense plutôt à un musicien avec beaucoup d'excentricité. Moi, ça m'intéresse un peu de savoir ce que tu écoutais quand tu étais jeune, quelles étaient tes influences. Est-ce que tu écoutais de la musique chilienne, par exemple? Non. C'est un petit peu ça que j'aimerais entendre. Non, quand tu es au Chili, tu n'écoutes pas des trucs traditionnels, c'était pas cool. Mais en fait, non, je veux dire, l'exportation américaine ou anglaise et tout ça, c'est brutal. Nous, on n'apprécie pas nos trucs et tout ça. Moi, j'étais fan de Michael Jackson et tout ça. Et après, j'ai eu une période métal et c'était que du métal. Qui d'une certaine façon, ça aide énormément, un peu comme le punk et tout ça. Dans des situations violentes et tout, l'Amérique du Sud est très métal, je dirais, pour des raisons comme ça. Donc, la musique folklorique, la musique locale et tout ça, j'ai apprécié quand je suis parti, en fait. En ayant du recul, et j'ai commencé à apprécier les instruments, les trucs traditionnels. Les charangos, c'est une petite guitare miniature comme ça, ronroco, le bombo, c'est comme un gros tambour fait à partir d'un arbre avec des peaux de vache et tout ça. Et ça ne m'intéressait pas du tout quand j'étais au Chili, mais maintenant ça fait vraiment du sens avec les films et tout ça. Ça fait un son particulier. Donc, tu as réintégré ça dans ta collection d'instruments aujourd'hui. Mm. Alors, tu n'es pas tout de suite parti vers la musique à l'image. Je crois que tu es plutôt parti dans la musique pour la musique. Et notamment, j'ai entendu parler d'une chanson qui s'appelle Super Sex World. Peut-être que tu veux nous en dire un peu plus. Ah oui. Oui, mais pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai fait beaucoup de pop. Quand j'ai arrêté le conservatoire et j'ai arrêté la musique classique parce que j'avais un band, on avait un deal avec une compagnie, Warner nous ont signé, on avait de l'argent pour faire des albums et tout ça. Donc pendant un bout, j'ai produit des albums, et on a fait de la tournée, tout ça. Et c'est pas mal ça pour la musique pop. Et disons, si je me rends au film, c'est carrément par hasard. C'est parce que j'ai rencontré un directeur britannique qui s'appelle Mark Munden, qui a fait Utopia et des trucs comme ça. Et puis, il a entendu quelque chose que j'ai fait et il a pris une chance, en fait, avec moi. Il avait l'impression que je pourrais faire ce type de trucs-là. Puis, voilà. Et je l'ai essayé, ça a super bien marché. Donc, depuis ce temps-là, je fais rien d'autre parce que les gens m'appellent toujours pour faire ces trucs-là. Et en fait, on a comme développé un son dans le sens où des fois, je dis que rencontrer ce directeur, pour moi, c'est comme gagner la loterie. Parce que ce n'est pas tous les compositeurs qui ont une chance de rencontrer quelqu'un qui te demande, il te demande uniquement des on dit excentricités. Ouais. Donc, si je lui donne plusieurs pièces de musique, lui me disait, celui-là ici, juste continue comme ça, comme la pièce la plus étrange de musique que je vais lui donner. Donc, et lui, il était très respecté. Il avait gagné plusieurs prix de l'Académie et tout ça. Donc, ça m'a permis de faire des trucs que normalement tu peux pas vraiment faire. Donc, ça a eu beaucoup de succès, tout ça. Et les gens ont commencé à m'appeler pour faire ça, tu vois. Donc, d'habitude, souvent, un compositeur, il faut être caméléon un peu et faire le son cinématique. Souvent, les gens veulent un certain son qui ressemble à X compositeur ou le son Hollywood et tout ça. Et j'ai pu passer à côté de cette voie-là. Donc, les gens m'ont toujours appelé pour faire un truc particulier, basé sur ce que j'avais fait au début. Donc, c'est vraiment une chance particulière, en fait. C'est une chance parce que ça veut dire que tu n'aurais peut-être jamais envisagé une carrière de musique à l'image. Non, probablement pas. Je dis ça parce que là, tu as 3 Emmy Awards, je crois.
C'est quand même assez rigolo de se dire que ça tient à cette rencontre et que tu aurais probablement continué plutôt dans la pop. Ouais. Non, en fait, j'ai beaucoup plus de liberté en film que j'ai jamais eu dans la musique pop parce que en fait, on réalise pas que les chansons, il faut qu'il y ait un certain nombre de minutes, il faut que le chorus y arrive après un certain moment, assez vite, et il y a des règles infinies pour la musique pop, pour que ça passe à la radio et tout ça. Donc c'est très conservatif en fait. Donc de ce côté-là, je pourrais jamais m'exprimer en pop comme je l'ai fait en film et tout ça. Donc, j'ai jamais senti le besoin non plus de faire un album à moi, à mon nom, parce que j'ai l'impression déjà de le faire avec les projets. Donc. Alors, ce premier projet dont tu parles, c'est The Crimson Petal and the White, c'est ça? C'est 2011, et donc c'est avec le même réalisateur que tu vas faire Utopia après en 2013, c'est bien ça? Ouais. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de cette série anglaise 2013. Where is Jessica Hyde? Is she a customer? Because if she's a customer, I can find her. I can find her on the. Where is Jessica Hyde? I'm thinking so hard. I really am. I just don't know that name. No, It's just gas. You go to sleep. I'm gasping. I like it outside. Can't put the gas away yet. I mean, the thing is, Pour ceux qui ne connaissent pas ton travail, j'imagine qu'ils ont eu l'occasion en 2 minutes là, de comprendre pourquoi tu as autant marqué ce secteur avec cette approche très très originale. Alors il y a les ingrédients du son Christo là vraiment qui apparaissent. Je pense que c'est peut-être le projet où vraiment tu t'installes un peu ta marque de fabrique avec ces percussions, cette utilisation des voix mais qui sont traitées, retraitées de manière un peu comme ferait un producteur électro. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus. Ouais, c'est drôle parce que quand j'ai travaillé à Londres pendant 6 mois pour ce projet-là, et quand ça allait sortir le jour d'avant, j'étais en panique parce que j'avais l'impression que la critique et tout ça, ils allaient m'enterrer et dire que j'avais détruit ce projet et tout ça. C'était un moment d'insécurité assez énorme parce que j'avais pas de référence. C'est un show qui est très très violent en fait. Il y a des scènes de torture, des trucs pas possibles. Et la musique, c'est pas ce que tu t'attends normalement dans un truc comme ça.
il n'y a pas des moments d'action, des tensions des synthétiseurs, des séquences ou des trucs comme ça. Et c'est plutôt drôle en général, mais c'est plutôt tordu. En tout cas, mais quand c'est sorti, en fait, j'ai commencé à apprécier, à cause du public britannique, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui était bon là-dedans, parce que j'ai fait ça, c'est un peu inconscient en fait. J'ai pas pensé à faire un concept particulier. Je pensais ce qui me semblait bon. J'ai essayé des trucs comme n'importe qui, quoi. Mais et j'ai l'impression d'être allé peut-être trop loin dans le weird comédique et tout ça. Et voilà, donc j'ai utilisé des trucs bizarres, je dois dire, mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant à raconter, mais quand je suis allé à Londres, en fait, j'ai amené un paquet de trucs de mes voyages, comme des os humains et Humains. Tu veux dire des gens comme nous, là? Oui. Ok. Ouais. J'ai une vidéo d'ailleurs que je peux montrer après de ça. Et, en fait, des trucs que j'ai amenés d'Afrique aussi, des excréments de rhinocéros, des girafes, des trucs comme ça. Et j'ai utilisé comme des percussions, en fait, tous ces trucs-là, où je me suis fait des flûtes avec les os et tout ça. Mais techniquement parlant, si tu frappes sur un os, c'est un truc que tu pourrais faire sur une table comme ça. Et j'aurais pu avoir un résultat semblable. Donc, c'est pas que ça a une résonance particulière, c'est que ça a une histoire pour moi. Ça m'accompagne depuis le Chili, ces os-là. C'est des trucs que j'ai amenés parce que j'ai de la famille dans le désert, tout ça. On savait où aller chercher des trucs. Et puis donc, amener ça à Londres, il y avait un risque, l'aéroport, toutes sortes de trucs, tu vois. Et donc, c'est plus le psychologique d'utiliser ces trucs-là. Et je dis ça parce que pour moi, le plus important, comme j'ai dit au début, c'est le Chili. C'est pas les sons en tant que tels. J'ai l'impression que les trucs que tu vis, ils s'enregistrent dans la musique d'une façon étrange. Et j'ai l'impression que les gens perçoivent ça. Et c'est pas un truc qui s'explique ou que tu peux montrer dans un YouTube de composer qui te dit tu fais ça, plus ça, plus ça, et là tu vas sonner comme tel compositeur. C'est n'importe quoi. C'est tellement superficiel. J'ai l'impression que des fois, s'il faut que je donne... Il y a des jeunes compositeurs qui me demandent des trucs, comment faire ça, des sons, et j'ai l'impression que la meilleure chose à faire, c'est d'aller voyager, d'aller se promener ou de faire des conneries, des trucs bizarres, n'importe quoi qui donne une expérience de vie, qui est un vrai sentiment, et que quand tu vas toucher un instrument, ben, c'est un truc vrai, c'est pas un truc que tu as appris sur YouTube en train de copier quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, les os et tout ça, c'est un truc psychologique. Pour moi, ça me fait pas faire la même musique que si je faisais ça même avec des samples. Sûrement, il doit y avoir une banque de sons d'os humains et que tu peux jouer avec mes pads et tout ça. C'est pas du tout la même expérience. Et je crois que tu le perçois dans la musique, en fait. Oui, je pense qu'on perçoit qu'il y a quelque chose de très réel, beaucoup de vécu, et ça donne effectivement à ta musique beaucoup d'originalité. Et c'est vrai que là aussi, tu l'as expliqué un petit peu avant, on est venu te chercher parce que tu avais une originalité, et tu es tombé sur quelqu'un d'assez fou pour te faire confiance. Et c'est vrai que c'est très souvent, les compositeurs vivent une expérience qui n'est pas du tout celle-là, ils vivent plutôt une expérience où on leur demande de rentrer dans un moule. Une production, c'est des réalisateurs, des producteurs, de l'argent, des enjeux financiers. Et toi, tu as tout de suite créé ton sillage avec cette marque de fabrique, je pense, très sincère, assez radicale dans la proposition. Mais c'est ce que les gens viennent chercher chez toi aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que tu peux continuer à nous surprendre encore.
à partir de Utopia, justement, tout le monde va parler de toi comme un peu en tout cas dans un milieu, les gens vont commencer à dire qu'il faut faire du Christo, que c'est fantastique, ça va s'accélérer. Il y a eu Monstre Sacré en 2016. Tu as fait un épisode de Black Mirror. Et puis ensuite, on va arriver à White Lotus, série HBO, comédie noire, satire de la haute société américaine. Je pense que pas mal de gens ont dû voir ça ici, qui est devenu un très gros hit mondial. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé sur ce projet? En fait, ben c'est pas compliqué, c'est qu'ils m'ont appelé. Mais je crois, en fait, Mike était en train le créateur du show était en train d'utiliser de la musique de Black Mirror que j'avais faite. Et c'est la seule musique qui marchait pour lui. Et donc, ils ont décidé de m'appeler et j'ai parlé avec lui et tout ça. Et c'est ça, on a fait un plan de qu'est-ce que la musique devait être. Et ça, c'était vraiment la dernière minute. J'ai eu comme 3-4 semaines avant que le mix du premier épisode. Donc, les choix de faire des percussions et tout ça, et des flûtes, c'était... ça passe ou ça casse, parce que j'avais pas le temps de refaire des enregistrements et tout ça. J'ai carrément enregistré tous les jours une tonne de percussions, des flûtes, et je faisais des jams avec moi-même. Donc, des tracks, une par-dessus l'autre. Et en plus, je n'avais pas accès à des musiciens. J'étais dans la forêt à moins 40, en plein hiver, en train de faire des images de Hawaï. C'était un peu étrange comme situation quand même. Et peut-être que ça a influencé aussi le fait que la musique est très tendue. Mais ça faisait partie du plan en fait, quand même. On voulait sentir que il ne se passe pas grand-chose à l'écran, c'est plutôt drôle, mais la musique te fait sentir comme si quelqu'un allait mourir à la fin de l'épisode ou des trucs comme ça, donc très tendu. Oui, ça instaure tout de suite une atmosphère très très étrange où on sent qu'il y a beaucoup de malaise. Je vous propose de regarder le générique de la première saison de White Lotus. Ce que je trouve assez dingue quand je vois ça, c'est que quand on travaille en musique à l'image, très souvent on travaille sur des briefs et on se dit par exemple c'est une série qui se passe avec des riches américains à Hawaï et puis on va faire d'une certaine manière essayer de se dire la musique doit traduire différents éléments, ou même je ne sais pas si on regarde une série comme Succession, je comprends très bien ce que Nicholas Brittle essaie de faire avec le piano, le mélange avec les cordes, avec du hip-hop un peu badass, je comprends tout ça très bien. Toi, je ne comprends pas du tout. Je te le dis franchement, je vois juste que ça marche, que c'est extraordinaire, que ça me surprend, que c'est hyper puissant. Mais ma question, c'est de savoir un petit peu comment tu abordes ça. Est-ce que tu lis ce script et tu te dis justement, ça se passe à Hawaï, il y a tels éléments. Est-ce que
tu théorises un peu tout ça? Est-ce que tu passes un moment à réfléchir ou est-ce qu'en fait tu te lances et c'est quelque chose d'assez expérimental? Oui, c'est expérimental et tout ça. Je pense que la musique, pour moi, est super importante à critiquer les gens, les caractères, les touristes, que pour moi, c'est des sauvages. Eux, ils arrivent sur place et ils prennent les gens locaux pour des sauvages, mais c'est eux, en fait. Et je pense que la musique, elle se moque des caractères et aussi montre le côté obscur. À chaque fois que la musique devient obscure ou tendue et tout ça, c'est eux, en fait. Et ils font des choses horribles. Et si la musique ne faisait pas ça, ça ne serait pas assez une satire pour moi. S'il y avait de la musique funky, tout ça, des comédies dans cette show-là, ça ne serait pas très intéressant pour moi parce que j'ai besoin de cette satire pour pouvoir tolérer ces gens. Donc, il faut que je puisse rire d'eux. Voilà. Ça, c'est une grosse partie. J'ai l'impression que ça fonctionne pas mal. Je crois que tu es venu avec ton laptop, gentiment, tu nous as dit que tu voulais bien ouvrir un peu ta cuisine pour nous expliquer un petit peu comment monter un truc, mais je ne sais pas si ça marche. Donc sur White Lotus, c'est saison 1, c'est ça? Oui. Donc ça, c'est un tout petit extrait, juste pour voir mon setup de percussion et tout ça. Et quelque chose que j'ai parlé au début. Donc, ça c'était mon setup pour ce son-là. Donc, la bass qu'on entend, il n'y a pas de basse, en fait. C'est ces tambours-là joués comme ça. Et ça, c'est un fémur humain. Est-ce qu'on peut te demander à qui il appartient ou... On va regarder ça secret. J'ai ça depuis Utopia, donc ça fait partie de ce monsieur-là. Mais voilà. Mais sinon, évidemment, ce qui attire beaucoup l'attention des gens, c'est plutôt les voix. Et donc, qui est vraiment une constante dans ton travail. Hein. Je pense que quasiment tous les scores sur lesquels tu travailles, il y a toujours un moment où tu mets ces voix humaines. Les voix, pour moi, c'est mon violon ou mon cello, c'est mon soliste. Je trouve qu'il n'y a pas un instrument qui se rapproche autant d'une intimité, en tout cas. La voix humaine, en fait, on essaie d'imiter ça avec un hautbois, avec un violon. Il y a certains instruments qui se rapprochent, mais la voix humaine, c'est un truc qui te frappe comme rien d'autre, je trouve. Donc, c'est pas mal dans tous mes scores en général. Et juste si je peux faire une remarque, ouais. Quand on travaille en musique à l'image, mettre de la voix dans la musique, ça peut créer des conflits parce qu'il y a aussi des dialogues, mais ton utilisation des voix est telle que ça ne va pas conflicter avec les dialogues parce que ces voix, elles sont un peu trafiquées quand même. Ouais, mais tu le vois assez vite quand tu essayes un truc avec des images, si ça colle ou ça colle pas. Des fois, c'est des décisions audacieuses. Des fois, la production, ils ne sont pas prêts à ça. Donc, ça prend des gens quand même qui vont être capables de se dire bon, on va être les premiers à faire un truc, comme ça, on ne sait pas si ça marche. Mais la plupart du temps, c'est plutôt l'opposé. Ils veulent le truc qui a déjà marché. Donc, les compositeurs se font demander de faire une musique comme ça, comme tel projet et tout ça. Mais bon. Sinon, ici, j'ai une session de comment le thème de White Lotus a commencé. Et je ne sais pas s'il y en a, vous me direz s'il y a quelqu'un qui reconnaît en fait cette musique.
que ça vous dit quelque chose, ça? C'est Kanye. Donc, en 2018, je suis allé travailler avec Kanye pendant un moment. Et ça, c'était une des tracks qu'on était en train de travailler, qui est sortie par après. Donc, j'étais en train de travailler là-dessus. Et à un moment donné, j'avais trouvé ce truc-là. Donc, ces voix-là, je les avais faites pour cette chanson. Pour plusieurs raisons, ça n'a jamais abouti parce que, disons, en 2018, je crois, c'est avant que Kanye donc, devienne un nazi. C'était comme juste avant, donc si j'avais su, je ne serais jamais allé, mais... Et là, il a commencé à virer ses avocats et ça devenait n'importe quoi. Donc, je suis parti. Et ça, je ne lui ai jamais montré. Et je l'ai gardé pour moi parce que quand j'ai fait ces voix-là, j'avais l'impression d'avoir trouvé des diamants, quoi, de l'or. Et c'est une sensation vraiment bizarre que tu sais que quand tu vas l'utiliser, ça va marcher. C'est un truc qui va connecter. Et ça, c'est inexplicable, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Si tu écoutes ça, je ne sais pas si dans ce temps-là, si j'avais montré ça à quelqu'un, je lui ai dit, je vais faire un hit avec ça, je ne sais pas. Si quelqu'un va allumer, tu vois. Mais toi, tu deviens convaincu d'un truc. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait que tu le fais apparaître. Mais pour moi, ça sonnait énorme, en tout cas, ces voix-là. Donc, et ces voix-là, c'est une chanteuse que je lui ai demandé de faire des trucs. Ça, c'est sa voix normale. Et donc, c'est juste une note. Et là, tu vois, là, elle part à rire parce qu'on rigolait, en fait. Donc, elle faisait un peu n'importe quoi. Et donc, j'ai mis ça là-dedans et dans un sampler, un échantillonneur. Et donc, je vais laisser le micro un peu. Si je joue une note. Donc, j'ai joué avec le... Tu vois, il y a une espèce de ruban ici, donc, que tu peux monter et descendre. Et donc, c'est un peu comme un violon parce que les notes, c'est un peu n'importe quoi. Si je mets mon doigt pas à la bonne place, tu vois, le pitch, c'est très aléatoire. Donc, je l'ai fait un peu à l'oreille et j'ai fini par trouver un truc que j'aimais. Et après ça, j'ai trouvé une harmonie et c'est tout. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est... Est-ce qu'il y a de l'eau? Pour moi, ce qui est intéressant, merci, de ces voix-là, c'est que je ne voulais pas faire un truc... J'aime des fois les vocodeurs, les autotunes et les voix de robots et tout. Mais pour moi, ça c'était intéressant parce que ça sonne extraterrestre, mais en même temps, c'est la texture normale de cette chanteuse. Tu reconnais une voix organique et tout, donc c'est pas hyper processé. Mais c'est bizarre au point où ce que tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu peux pas vraiment chanter ça, c'est pas évident. Donc je trouvais ça spécial en tout cas, d'une façon que je pourrais pas faire avec des sons techno et tout ça. En tout cas, moi j'aimais ça. Voilà. Et d'autres ont aimé aussi, je crois. À partir de là, donc, il y aura 3 saisons de White Lotus, on va en reparler un petit peu après, 3 Emmy Awards, et puis il va y avoir ce film Smile, un film d'horreur.
de Parker Finn. C'est en 2022. Je crois que c'est un film qui devait sortir sur Paramount Plus, et puis ils ont fait des projections tests, et les gens ont trouvé ça super. Ils l'ont sorti en salle, et ça a fait 200 millions au box-office, 1 million d'entrées en France. Pour un film d'horreur, c'est du jamais vu, hein, c'est complètement dingue. Ma première question, c'est qu'est-ce qui est plus horrible? C'est les gens dans ce film d'horreur ou c'est les riches américains de White Lotus? Qui fait le plus peur? Et les riches américains, c'est sûr. Non, moi j'aime les films d'horreur. Je trouve ça rigolo en fait. Ça me fait peur un peu, mais pas trop en fait. Je trouve ça intéressant parce qu'un film d'horreur, tu peux par exemple avoir de la musique contemporaine classique. 20e siècle, des trucs comme, je sais pas, Ligeti ou Schoenberg ou tout ça. Tu peux jamais utiliser un truc comme ça, sauf dans les films d'horreur, parce que les gens acceptent d'être déstabilisés. C'est une musique qui est très déstabilisante, tu peux pas suivre. Si tu comprends, si t'as pas été éduqué à suivre de la musique comme ça, bah, tu deviens, c'est l'anxiété. Les gens s'en vont en fait d'une salle. Quand ils s'attendaient à avoir de la musique classique et c'est la musique contemporaine, ça marche pas. Mais là, ça permet ça. Donc, pour moi, c'est super inspirant de travailler dans des films d'horreur. Et je crois que sur ce film, tu as utilisé un instrument un peu bizarre. Tu peux nous parler de ça? Ah oui, je peux vous montrer un petit peu le saxophone. Donc, toutes sortes de belles mélodies comme ça. On avait parlé avec le directeur d'avoir un evil smile, une voix diabolique, un truc comme ça. Et j'avais trouvé en recherchant cet instrument, parce que c'est pas très connu en fait. Si tu vas sur YouTube, tu trouves un japonais qui joue ça. C'est pas toi qui as fabriqué ça, donc là ça non, existe. j'ai trouvé quelqu'un aux États-Unis, une des seules personnes qui construit ce truc-là. Et je l'ai acheté et j'avais planifié d'utiliser ça pour ce film. Quand j'ai reçu ça, c'était cette journée-là, et j'ai enregistré toute la journée ce truc-là, et c'est ça qui est dans le film en fait. Et j'avais aucune idée comment jouer ça. Je sais qu'est-ce qui se passe avec un archer sur une corde. Donc, quand je regardais les vidéos, je m'imaginais en train de faire ces trucs-là. Et finalement, c'était pas mal ce que je croyais qu'il allait arriver. Et donc, je fais de la musique avec ça et je l'ai envoyé au directeur. Et lui, il était ravi. C'était parfait pour lui. Donc, ça n'arrive pas tout le temps. Souvent, on commence avec des plans pour faire toutes des belles idées sur papier et tout, et tu commences à les essayer, il n'y a rien qui marche. Mais là, cette fois-ci, ça c'était le bon choix. Et moi, ça me plaît beaucoup, en tout cas, le côté organique. C'est encore une fois pas un truc que tu as besoin de 25 plugins pour arriver à un son étrange ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est une expression que tu ne peux pas toucher avec un synthétiseur ou un truc comme ça. Donc, sinon, encore une fois, c'est les voix. Je peux montrer un petit extrait comment les voix sont utilisées dans ce film-là. Donc, ce film-là, le deuxième Smile, je l'appelle Deluxe, mais en fait, ils ont changé le nom. Ils ont juste appelé Smile 2. C'est sur cette chanteuse qui devient très perturbée, et paranoïaque et tout ça. Et elle, c'est de la grosse pop comme Sia ou des choses comme ça. Donc la musique dans celui-là, c'était un challenge de faire un truc comme si c'était du Beyoncé d'horreur, tu vois, un film d'horreur. Donc ça donne à peu près un truc comme ça.
j'ai un mini exemple de cette voix-là que je peux vous montrer parce que c'est une technique différente, par exemple, que le White Lotus. Parce que j'essaie de me trouver des techniques avec les machines, avec les samplers, tout ça, qui me font sentir que je suis en train de jouer un instrument. Donc, cette voix... j'ai un enregistrement comme dans le White Lotus, j'ai un enregistrement d'une chanteuse. Si je joue sa voix normale, c'est à peu près... Donc, c'est pas mauvais, c'est juste que, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire là-dessus. Tu vois, je viens d'entendre ça et tout d'un coup, j'ai l'impression que ça va être une chanson de Sia ou un truc comme ça. Donc, j'ai besoin de déformer ça d'une certaine façon. Et, donc, un des trucs que j'aime faire, tu vois, ça c'est, il y a une loop, il y a une boucle. Comme ça. Donc là, je garde mon doigt juste sur une note. Et je commence à improviser, à essayer de trouver. Donc, après un moment de faire des trucs comme ça, il y a des choses qui sonnent débiles. Le Mickey Mouse, tu vois, j'aime pas ça. Mais à un moment donné, à force d'improviser et de trouver des notes, je finis par trouver une mélodie que j'aime. Et là, j'ai utilisé cette mélodie dans la musique. Et ce que j'aime de ce procédé-là, c'est que c'est aléatoire. Donc, il y a pas, c'est pas quantized, c'est pas... des fois, il faut que je regarde la wave pour savoir où elle va revenir parce que là, je sais que là, je veux changer de note et après ça, je veux revenir sur une autre note. Tu vois, quand c'est en train de revenir sur le bout ici, là, plus fort. Et c'est assez aléatoire. Donc, il faut que je l'enregistre jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui fait du sens, finalement. Et ça, je ne peux pas faire ça si je fais comme on fait d'habitude. Tu as ton clavier MIDI et tu enregistres la mélodie que tu veux entendre. Donc, le procédé, c'est assez simple, c'est comme un piano. Et le son est très predictable. Prévisible. Pardon. Donc, j'imagine que c'est des procédés pour avoir des résultats moins prévisibles, en fait. Et en général, c'est des trucs que c'est... en ce moment, je ne sais pas si je pourrais jouer et faire quelque chose d'intéressant. Et ça prend un moment avant de... ça devient une improvisation presque avec l'ordinateur. Donc, je pense que c'est ça que j'aime. Je ne peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver. Je pense que c'est aussi ces choses-là qui donnent ce caractère très particulier à ta musique. Et effectivement, tu pars souvent d'enregistrements, que tu retraites de manière un peu électronique et tu finis par rejouer live finalement comme des vrais instruments. Et tout ce que tu racontes effectivement sur le fait que ça introduit de l'accident, c'est ce qui crée aussi cette originalité. On va continuer un petit peu sur la filmo. Donc après Smile, il y a le retour de White Lotus, cette saison 2. On va partager le clip du générique de la saison 2. Oh
Alors, on est en saison 2, tu aurais pu reprendre ce que tu avais fait en saison 1. On l'entend en fait, en vrai, tu reprends des choses, mais ça a été quoi ton approche? Est-ce que c'est toi qui t'es dit à ce moment-là, je veux changer pour cette deuxième saison? Est-ce que c'est qui prend un peu ces décisions à ce moment-là? Est-ce que c'est toi que tu te dis, je veux encore chercher quelque chose de nouveau à partir de ça? Est-ce que tu intègres le fait que cette deuxième saison se passe en Italie dans ta réflexion? Je vais voir un peu ton approche. Je crois que les sons tribales de la première saison faisait pas vraiment de sens en Italie. Donc il y a ça. Je crois que le thème en fait a influencé le reste de la saison dans le sens où j'avais pas une idée pour cette saison parce que j'allais pas la faire en fait. Moi, on leur avait dit que j'avais trop de projets, tout ça, et je revenais pas en fait pour la deuxième saison. J'avais pas vraiment envie de revenir en fait. Mais ils m'ont demandé est-ce que tu peux quand même faire juste le thème pour le nouvel endroit, pour l'Italie et tout ça, et une adaptation et tout. Donc j'ai pris une journée ou deux pour faire un démo qui est ça en fait, qu'est-ce qu'on vient d'entendre. Et c'est carrément un démo. C'est l'officiel. Ça s'est jamais devenu un vrai enregistrement ou tout ça parce que en fait, par exemple, l'intro, j'ai pris un plugin d'opéra. Donc, parce que j'essayais de chercher Renaissance, des trucs italiens, tout ça. Donc, pour moi, je fais un démo pour voir quel son marche avec quoi. Donc, j'ai cette harpe. Là, je l'ai fait jouer. Et là, je joue cet opéra au début, qui est un plugin qui imite une chanteuse. Et cette mélodie, c'est carrément... C'est joué au clavier, ça? Oui, ça, c'est joué au clavier. Mais par ailleurs, cette chanteuse, en fait, elle existe. Et sa voix est utilisée dans ce plugin. C'est son plugin à elle. Et par après, moi, je l'ai contactée pour qu'il vienne faire ça live. On a fait des shows à LA, tout ça. Et c'était elle qui chantait ça. Donc, parce que j'aime beaucoup sa voix, en fait. Donc, j'ai joué cette mélodie-là. Et c'est carrément la première passe. C'est-à-dire, j'ai fait jouer... Et j'ai joué ces notes-là et je ne suis jamais revenu là-dessus pour faire quelque chose de meilleur. C'est parce que je faisais ça le plus vite possible pour faire un démo. Donc, j'étais pas super content à la fin de comment ça sonnait et tout. Et j'avais pas envie de trop le travailler non plus et tout. Donc, je l'ai jamais envoyé à eux. Et après un mois peut-être, un truc comme ça, j'ai dit à mon manager, OK, juste envoie le démo, voir qu'est-ce qu'ils disent. Et eux, ils étaient super contents. Ils disaient, c'est parfait. Et là, est-ce que tu peux nous donner les tracks séparés? Parce qu'ils vont faire le score, ils vont se débrouiller pour faire la saison avec ça, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils reprennent les pistes qui constituent ce morceau pour après les replacer dans... Donc c'est tout que tu peux faire avec un éditeur de musique. Et donc je suis revenu parce qu'on leur a proposé un concept. Je me suis dit, s'ils aiment ça, peut-être que je peux travailler avec quelqu'un et leur faire toutes sortes de sons comme ça. Finalement, on a fini par faire le score quand même au complet. Et inspiré par le thème. Donc, voilà. C'est un peu comme Utopia. C'est quelque chose que... Je ne pensais pas que c'était très bon, en fait. Et le fait que ça se ramasse partout dans les clubs, tu vois, Tiesto qui fait des remixes et tout ça, c'est très surprenant, en fait. Le public, lui, a pensé que c'était plutôt bon, en tout cas. Ouais. Il y a des dizaines de millions de streams sur les plateformes. Je ne sais pas si on peut montrer juste un petit extrait TikTok. Les gens sont devenus complètement fous avec ce truc.
Donc, à ce moment-là, j'imagine que tu te dis, j'arrête la musique de film et je deviens DJ à Ibiza. Oui, en fait, et ce qui est cool, je crois que ça doit arriver à n'importe quel musicien, c'est que tu fais un truc. Quand je le fais très vite. Il y avait un moment où j'étais en train de danser, que c'était comme club, tu vois, ça marche, les speakers super forts et tout. Mais après que c'est fait, tout d'un coup, je me mets à penser à tout ce qu'il faut que je fasse mieux, tu vois. Et il y a plein de sons que j'aime pas du tout là-dedans, c'est tout générique et tout ça. Et donc, tout le questionnement. Et c'est pour ça que tout d'un coup, je ne l'aimais plus. Je n'étais pas sûr que c'était très bon et tout. Par contre, quand tu vois ça, c'est exactement ça, en fait. C'était ça la vibe que j'ai ressentie quand je l'ai faite. Et après, j'ai commencé à questionner, en fait, de la surproduction, tu vois. On se met à travailler les mix de façon infinie, perfecting, Perfectionner. Ouais. perfectionner jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien de vivant dedans, tu vois. C'était un exercice intéressant pour moi, en tout cas. De retrouver un peu cette fraîcheur, quoi, du jet un peu spontané. Tu m'as parlé l'autre jour, on a parlé de ça, d'une vidéo sur TikTok que tu avais vue, où tu m'as dit que tu trouvais ça super inspirant. On peut la montrer, parce que c'est 15 secondes. Tu vois ça c'est... Oui, c'est bon. Ça, c'est du génie. En fait, j'essaie de faire ça, mais je n'arrive pas. Je pense que ça va. Je dois t'avouer que j'ai regardé ce truc 500 fois depuis 2 semaines. Je trouve ça hallucinant. Non, c'est vrai, il y a cette espèce de côté très spontané, c'est hyper fort, c'est hyper joli. On reste un peu sur sa faim, mais... Non, mais il n'y a rien à la radio comme ça. Je veux dire, c'est... Et dans les commentaires, les gens parlent de White Lotus, c'est assez intéressant. Hein, autour de ces vidéos, les gens disent « Ah, c'est peut-être le générique de la prochaine saison ». Alors si on parle de la prochaine saison d'ailleurs, enfin de la saison 3, je pense que tout le monde se disait que tu allais refaire un peu le remix du remix. Et puis alors là, et ça se passe en Thaïlande, et puis là tu arrives avec un accordéon. Est-ce que tu peux nous expliquer? Et j'ai lu un truc assez marrant sur le sujet. C'était sur TikTok, Jail for whoever made the decision to change White Lotus theme song. Donc en gros, je requiers la prison pour celui qui a décidé de changer le générique de White Lotus. Donc les gens sont un peu nerveux sur le sujet. Ma question en vrai, c'est est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis justement, voilà, j'ai fait ça, je veux prendre le contre-pied? Est-ce qu'il y a une volonté un petit peu toi-même de casser ce que tu as fait avant? Est-ce que c'est la production qui voulait que tu fasses quelque chose de complètement nouveau? Ce qui m'intéresse un peu, c'est de savoir si ça vient un peu de toi. Et on a eu le bonheur hier soir d'avoir Nick Cave, Colin Greenwood. Et ça m'a fait penser à Radiohead un peu quand ils arrivaient, qu'ils faisaient The Bands, qu'ils avaient la recette de l'album Rock Indé parfait. Et puis bam, ils envoient un peu tout ça ailleurs et ils vont ailleurs. Et ils refont pareil avec Kid A. Tu vois, c'est un peu cette logique de je me repose jamais sur mes lauriers. Moi, c'est comme ça que je le vis, mais je voulais savoir toi comment tu avais abordé ça. Il y a un peu de ça. Je ne crois pas que tu peux aller plus loin avec le concept de la deuxième saison. Faire un autre club hit, je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Je ne vois pas le but. Donc il y a ça. Il y a l'endroit, Thaïlande, qui est plus des paysans, je crois, que l'Italie. Donc, tu arrives à un endroit où tu pourrais avoir des problèmes avec la bouffe, tu pourrais avoir des problèmes avec l'eau, avec les araignées, les serpents. C'est pas comfy, c'est pas, tu vois, il y a un truc. Je pense que tu pourrais être le mauvais touriste, celui qui arrive comme dans la série, qui était en train de te plaindre surtout parce que tu n'aimes rien et tu n'as pas ton confort et tout ça. Donc il y a ça. Et la réception a reflété un peu ça dans les premiers épisodes, en tout cas, au moins les 3 premiers épisodes.
Pour moi, le public est devenu le mauvais touriste, en fait. Donc, les mélodies et tout ça, il y a un truc très étrange avec cette mélodie. Quand j'ai trouvé cette mélodie, je l'aimais tellement que je l'écoutais en boucle, en fait, sans musique. Ma version préférée, cette musique, en fait, c'est cette voix étrange parce que les harmonies, et les intervalles et tout, c'est très mystérieux, en tout cas pour moi. Donc, ça reflète tout ce qu'il y a d'intéressant en Thaïlande avec le bouddhisme et tous ces trucs-là. Donc, la spiritualité et tout. Et le plus important pour moi dans cette expérience de 3e saison, c'était la transformation, qui fait encore parfaitement du sens pour cette saison, je crois, parce que les gens ont changé. Et là, tout d'un coup, il y a les vidéos comme ça qui commencent à sortir, mais là, c'est les gens qui, tout d'un coup, ils ont apprivoisé le nouveau pays, la nouvelle bouffe et tout ça, et là, ils aiment encore plus qu'avant et tout. Et les descriptions que j'ai eues, les gens qui m'écrivent, qui m'envoient des vidéos et tout ça, c'est exactement, encore une fois, comment je sentais cette musique quand j'étais en train de la faire. Donc, il y a eu des débats parce que moi, je voulais amener, en fait, cette mélodie plus tard. Finalement, ça n'a pas été possible. Donc, j'ai posté ma propre version sur YouTube et tout ça. Mais je ne crois pas que c'est nécessaire, en fait. Je crois que c'était nécessaire dans un sens de... Si je suis en train de passer comme un DJ, moi, je leur avais proposé, dans le milieu de la saison, après toute cette montée de tension, c'est comme tu es à 4 heures du matin et les DJ, ils laissent aller la tune de Michael Jackson ou, je sais pas, le truc que les gens attendent, qu'ils connaissent depuis toujours. Et là, ça explose et ça aurait été génial. Mais voilà, ça prend... Il n'y avait pas le capitaine pour prendre la bonne décision à ce moment-là. On va écouter quand même ce générique de saison 3. Je pense, comme tu disais, tu as fait faire du chemin aux gens aussi. En fait, ils ont été surpris. Et puis après, on va pas les montrer là, mais effectivement, sur TikTok, on voit des gens qui dansent aussi sur ce titre et qui l'ont apprivoisé. Et il leur a fallu un petit temps. Et c'est ça que je trouve assez génial avec ta démarche. J'ai parlé à des compositeurs ici qui me disaient tous que tu faisais progresser la cause au-delà de ce que tu fais pour les films et séries, mais pour l'ensemble des compositeurs. Ils se disent on a besoin de gens comme ça qui mettent de l'audace. Est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur? Est-ce que tu as l'impression que tu es là juste pour faire ta musique, ou tu essaies justement de déplacer les lignes
au-delà de toi? Je pense qu'on fait toujours ça pour soi-même, en fait, dans le sens... parce que ça devient emmerdant, en fait. Je ne vais pas faire toujours la même chose. Il y a ça, d'un côté superficiel, mais c'est juste que je ne vois pas le but de... J'ai pas besoin d'une job, en fait. Donc, une job, ça serait que je fais 25 saisons de White Lotus, tout ça. Donc, je vois ma vie arrangée pour les prochaines 20 ans ou je ne sais pas trop. Et ça, pour moi, c'est un cauchemar. Je ne veux pas ça. Et donc, ça fait partie de ça. Je veux être surpris par la musique que je fais. Donc, si je réussis à me surprendre moi, peut-être ça va surprendre les autres, mais je ne pense pas nécessairement à ce point-là aux autres. C'est plutôt, c'est comme ces voix, c'est comme les premières voix de White Lotus. C'est un truc que j'entends et là, tout d'un coup, je sens qu'il y a un truc. Donc, c'est à la recherche de ça. Et c'est assez simple, je crois. Ça a l'air assez simple pour toi. Je pense que ça va bientôt faire 1 heure. On va peut-être voir s'il y a des personnes dans le public qui veulent poser des questions. Ne soyez pas timide. Ouais, je sais pas s'il y a des micros pour le public ou... Ouais, je pense qu'il y a un micro là. Moi, je me demandais quelle part d'organique il y a dans ta musique et quelle part il y a d'électronique. Qu'est-ce que tu t'autorises à utiliser comme électronique, à part les plugs et après tout le process des tracks? Est-ce que tu tentes de faire tout en organique? Est-ce que c'est ton but? Juste parce que tout le public n'est pas forcément musicien technique. Quand on parle de plugs, c'est des plugins, c'est ce qui permet de faire des sons, c'est des simulations en général d'instruments qu'on peut jouer sur les claviers, qui permet par exemple de jouer des cordes, qui permet de jouer des sons de synthétiseurs des années 80 reproduits. Il n'y a pas de plan. J'ai pas besoin d'avoir un certain pourcentage d'organique ou... je pense que c'est juste d'instinct. Je crois que je commence souvent par chercher un son organique comme c'est Daxophone pour Smile. Et par après, le reste, c'est comme trouver le lapin et tu suis le lapin, tu vois. Pour moi, trouver la voix, le son de la voix, un truc comme ça, ça m'aide ça m'inspire à suivre une certaine direction. Et les sons, ça pourrait être n'importe quoi. C'est sûr que le projet peut définir ça un peu. Le seul projet que j'ai fait au Québec s'appelait Série Noire. Et avec ce directeur, on aime beaucoup les années 80, les films d'horreur de John Carpenter. Et John Carpenter, il y avait un son particulier avec les synthés et tout ça. Donc, il y avait une vision d'utiliser des synthétiseurs analogiques pour avoir un certain résultat. Mais autrement, la plupart du temps, c'est très abstrait. C'est juste trouver quelque chose qui marche, qui colle à l'histoire, au personnage et tout ça. Et ça pourrait être n'importe quoi. Mais je crois que je commence quand même par un son organique. J'essaie de le trouver assez vite, en tout cas. Parfois, ça arrive que tu cherches dans une banque de sons électronique, genre banque de sons électronique 80 avec ton clavier MIDI, que tu testes différents sons comme ça, ou est-ce que tu vas faire des samples avec genre un paf et tu vas le mettre sur toutes les notes sur ton clavier et créer un clavier avec ton audio à toi? J'ai fait une chorale comme ça pour Utopia. On a enregistré des voix avec une chanteuse et je l'ai joué sur un clavier, donc des voix soutenues, donc un peu comme un orgue. Sinon, il y a tellement de techniques, de trucs différents, un peu comme j'ai montré, faire des loops dans un sampler et improviser avec ça.
je ne pense pas qu'il y a une méthode, en fait. Il n'y a pas un truc que je répète tout le temps. Trop cool. Merci. Est-ce que tu t'intéresses aussi, par exemple, à faire en vinyle ta musique, comme pour Black Mirror, faire un album Black Museum? Est-ce que tu t'intéresses à ce moment-là aux illustrations, à la pochette, ce qu'il y a sur le vinyle, etc. Est-ce que c'est une autre facette de ton art? Oui, mais c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps, en fait. En général, il y a certaines images qu'on a le droit d'utiliser. Souvent, on n'a pas beaucoup de droit d'utiliser les images. Et le label va proposer du artwork. C'est le visuel de la pochette. Du visuel fait pour le vinyle, en fait, qu'il y a un artiste qui va faire des trucs et tout ça. Mais non, je passe pas trop de temps là-dessus. Merci. On a un premier rang très actif. Moi, je voulais vous demander si, du coup, vous n'aviez pas peur que votre originalité devienne une sorte de marque de fabrique et qu'au final, ça devienne un peu trop caricatural. Il y a un plugin qui s'appelle Black Lotus. Donc, il y a toutes sortes de plugins comme ça qui sortent. Il y a eu des plugins pour des voix. Et c'est des gens qui m'écrivent et me disent « Hey, ils essayent de faire ton son et tout ça. » Mais ça n'a aucune importance, en fait, parce que c'est impossible de sonner comme quelqu'un. Je ne crois pas à ces trucs-là. C'est-à-dire que oui, à YouTube, des fois, tu vas voir en 9 secondes, tu vas avoir un compositeur qui te montre un nouveau plugin, des cordes, par exemple, et des brasses et tout ça, pour faire des sons Hollywood. Et il fait les brasses, il fait les cordes et tout ça, et après 9 secondes, ça sonne comme Batman, tu vois. Mais je sais pas, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne sonne pas comme Hans Zimmer, ça ne sonne pas comme John Williams. Tu sonnes comme une copie cheap de quelque chose. Je veux dire, c'est impossible. Il n'y a personne de mieux que John Williams à être John Williams. C'est toi qui choisis d'être une petite version de ça. C'est pas génial comme place à être. Et je crois qu'on l'entend. Tu peux pas. Je pense pas que tu peux copier, en fait. Peut-être tu peux le faire pendant le temps d'un film ou je sais pas, mais ça va pas durer en tout cas. Donc Christo n'est pas prêt de se faire remplacer par une AI, c'est ça que tu dis? Ouais, ça c'est AI. En tout cas, c'est sûr que AI, c'est bon à copier certains trucs, c'est un très bon copieur. Mais je ne sais pas si tu as vu Nick Cave hier, on est loin d'un AI qui va me convaincre qu'il peut faire Nick Cave. Je crois que si tu fais par exemple des trucs très techno, tu prends tous les presets de tous tes plugins, des synthétiseurs pour faire des beats et tout ça, et en plus maintenant tu as des égalisateurs et de la compression qui font la job pour toi parce que c'est des plugins intelligents et tout. Et ce qui arrive à la fin, c'est que tu as un produit qui sonne comme tout ce tu as déjà entendu, c'est complètement standardisé. Et je crois que c'est la meilleure façon de te faire remplacer, c'est d'utiliser ces outils-là, parce que, en fait, tu es en train de faire semblant d'être une machine, et c'est là qu'on se fait remplacer. Il n'y a personne de mieux à être une machine. On ne peut pas faire des calculs mathématiques comme AI, donc il faut faire exactement l'opposé de ça. Il faut être humain, quoi. Il faut faire des erreurs, il faut faire des trucs étranges et fragiles. Et tous les trucs que AI ne peut pas faire, tu vois. Faire la compétition à AI, c'est un peu stupide, en fait. Voilà. Un joli mot de la fin. Merci. J'ai quand même une dernière petite question qui est: est-ce qu'on va avoir la chance de devoir travailler pour des projets français un jour? Oui.
Ben, j'essaye. J'aimerais beaucoup ça. Mais j'ai une série en français tournée dans les Alpes l'année prochaine. Donc, de plus en plus, j'essaye de faire plus de trucs européens en général. Mais j'aime beaucoup les films français depuis toujours. Donc, c'est sûr que j'ai envie de faire ça, ouais. On est ravis de ça. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Cristóbal. Si ça vous dérange pas, on se fait une petite selfie? Ouais.